11h, 13h, Pascal Praud et vous. Nous avions prévu de recevoir Lionel Ventura qui venait aujourd'hui pour nous présenter son livre « Ma trousse de secours », 80 manipulations et gestes de secours illustrés. Bonjour Monsieur Ventura. Bonjour Pascal. C'est vrai que notre émission est changée. Vous allez néanmoins pouvoir nous donner votre sentiment parce qu'on a appris au cours de la première heure cet dramatique accident, une voiture qui percute des enfants à vélo, 6 blessés, dont 3 graves. Les faits se sont produits donc ce matin vers 10h. Et c'est vrai également que cet dramatique accident va soulever le problème de la circulation et de la conduite au volant des personnes âgées, parce que je le dis au conditionnel, mais il semblerait que ce soit une conductrice âgée de 83 ans, c'est en tout cas l'information que donnaient nos confrères de BFM qui était au volant. Donc faut-il conduire après un certain âge? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont sans doute cet âge, parce que 83 ans, et c'est ça aussi le paradoxe, j'ai envie de dire, c'est pas très vieux. Quoi, c'est pas très vieux, c'est un certain âge, mais ce n'est pas, on est alerte aujourd'hui souvent à 83 ans, on fait même de l'exercice, on conduit, la preuve, on a une vie active, sociale, et enlever la voiture à des gens de 83 ans, c'est les priver de cette vie sociale, surtout s'ils vivent évidemment à la campagne. Il n'empêche qu'à 83 ans, Monsieur Ventura, on n'a pas les mêmes réflexes que quelqu'un de 20 ou de 25 ans. Donc c'est un problème très compliqué à résoudre. On est tout à fait d'accord sur ce sujet. Comme moi, je l'ai appris par rapport à cette tragédie, donc on n'a pas toutes les informations qui sont encore nécessaires pour savoir réellement les circonstances. Par contre, si je peux témoigner et avec le manque de formation que le citoyen peut avoir face à ce genre en fait de situation, il y a un truc qu'il faut faire le plus rapidement possible quand on est le premier témoin de cet accident, c'est d'éviter le suraccident. Ça, c'est vraiment très très important en faisant un périmètre de sécurité tout autour en fait de cette zone pour éviter, donc là il y a déjà eu des tragédies malheureusement, pour éviter justement qu'il y ait un suraccident et d'autres blessés. Et après, la personne, si elle en a le cran et le courage, c'est de déterminer le plus rapidement possible tout ce qui est les détresses vitales, qui vont amener à faire justement à placer soit en UA et en UR, donc en urgence absolue, ça veut dire qu'il y a une détresse vitale qui est installée, donc derrière chaque détresse vitale, il y a quand même un geste de premier secours qui est là pour sauver, pour éviter l'aggravation de l'état de la victime, jusqu'à l'arrivée donc des collègues sapeurs-pompiers et bien sûr les secours médicalisés par la suite, où eux vont faire le choix, est-ce qu'on transporte ou on peut aller, soit on va utiliser l'hélicoptère ou soit on va passer par la voie routière pour transporter à l'hôpital le plus proche. Ces gestes-là sont des gestes qui sont simples, mais il faut les connaître. Pour éviter justement. Quels sont-ils précisément ces gestes qui sont simples? Par exemple, si vous voyez le sang, si vous voyez un membre qui est ou arraché ou déchiqueté, je suis incapable de dire ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut faire un garrot? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Que doit faire la personne qui arrive, comme vous dites, qui n'est évidemment pas médecin et surtout qui n'est pas formé, qui ne connaît quasiment rien? On est d'accord. J'ai toujours tendance à dire une victime, un état, un geste, pour pas perturber les gens quand ils viennent en formation. C'est-à-dire que face à un saignement abondant, un saignement abondant, c'est quoi? C'est un trou, il y a du sang en fait qui sort, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut le stopper. Et qu'est-ce que j'ai sur moi pour le stopper? J'ai ma main. Je vais venir boucher le trou pour empêcher en fait que ça continue de saigner, parce qu'on le sait très bien que à partir de 1,5 litre de sang perdu, on sera sur une limite de perte de connaissance, 2 litres, on est à la limite de la mort. Donc il faut intervenir le plus rapidement possible. Et là, face à cette tragédie, simplement avec la main, en arrêtant le sang sortir, j'ai envie de dire, il ne sort plus. Tout à fait, c'est comme si vous venez à vous couper le bout du doigt, la première chose qu'on va faire spontanément, c'est mettre le doigt dans la bouche, ça saigne plus. Là, c'est la même chose, mais avec notre main, en essayant de se protéger, mais au-delà d'essayer de se protéger, nous, en tant que secouristes, c'est vraiment j'appuie, j'allonge, j'alerte. C'est la règle des 3 A face à un saignement abondant. Appuyer pour stopper le saignement abondant, allonger pour ramener un maximum de sang au niveau des organes nobles qui sont le cœur et le cerveau, et puis faire alerter ou alerter les secours le plus rapidement possible. Là, face à cette situation-là, qui est une situation qui est très particulière, malheureusement, sur ces 12 enfants, s'il y avait eu, par exemple,
4 personnes qui saignaient abondamment, ce qui peut arriver. On va se dire oui, mais moi je suis que sur une victime. Bah là, on a la possibilité, s'il y a personne autour de nous, on est le premier témoin de faire ce qu'on appelle aujourd'hui le garrot tourniquet improvisé, qui va permettre de sauver la vie de plusieurs personnes en même temps pour pouvoir se libérer. Laurent Tessier me donne en direct les informations minute par minute. Les enfants auraient donc entre 7 et 11 ans. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez à l'instant, que des enfants à vélo ont été percutés par une voiture. Il y a 6 blessés, dont 3 graves, et que nous allons essayer d'avoir plus ample information, bien évidemment, avant 12 heures. Alors, vous étiez avec nous, Lionel Ventura, vous aviez prévu de venir, et vous publiez Ma trousse de secours. Vous êtes sapeur-pompier, formateur, secouriste. Il y a près de 3 millions de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok. Oui. Donc vous êtes une sorte de star des réseaux sociaux, disons-le. On peut éventuellement le dire de cette façon-là. Et vous proposez la trousse de secours que chacun doit avoir entre les mains, des conseils pratiques sur les manipulations de secours pour soigner les petits maux du quotidien, mal de tête, nez, bouche, mal de gorge, les gestes de secours à bien connaître pour pouvoir intervenir rapidement. Là, on est dans quelque chose de plus lourd avec ce dont je vais vous parler, qui est le malaise de l'AVC, qui fait peur, toujours. C'est-à-dire, surtout lorsque, dans sa famille, on a parfois des gens qui ont eu un AVC. Comment on voit, comment on prévient, comment on imagine qu'on est en train de vivre un AVC? Donc l'accident vasculaire cérébral, c'est vrai que c'est l'un des malaises les plus courants sur notre territoire et il faut le prendre en charge le plus rapidement possible. J'essaye toujours en fait de simplifier la chose pour faire comprendre qu'est-ce qu'un AVC aux personnes qui viennent se former. C'est comme si je faisais un garrot sur une veine et malheureusement il y a une partie du cerveau qui n'est plus irriguée. Et il va perdre en fait ses facultés. Donc il faut libérer le caillot le plus rapidement possible. Mais c'est vraiment le plus rapidement possible. En général, les signes annonciateurs, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, mais ceux qui se ressemblent le plus, c'est un constat sur le terrain, c'est une personne qui a très très mal à la tête juste avant. Et quand on va lui poser des questions, elle va avoir des propos qui sont incohérents. Elle a tellement mal à la tête qu'elle n'arrive plus à se concentrer et elle peut avoir une hémiplégie d'un côté. Alors soit totale ou partielle. Donc avec cette anomalie de la parole, jusqu'à avoir même une perte de connaissance, ça peut arriver. Donc il faut prendre cette victime en charge le plus rapidement possible, essayer d'être le plus calme quand on lui parle, parce que vous allez lui poser des questions à cette personne et malheureusement, elle s'efforce de vous répondre, mais vous comprenez pas forcément ce qu'elle va vous dire. Donc elle se rend compte que vous, en tant que secouriste, vous apercevez quelque chose, mais on n'est pas, nous, à notre petit niveau, en tant que secouriste, à part essayer de questionner la personne, essayer d'avoir un minimum de réponses et de basculer ça sur notre centre 15 pour qu'il s'aperçoive que la personne fait réellement un accident vasculaire cérébral pour qu'il y ait une prise en charge rapide. C'est déjà quelque chose qui est énorme. Et vous écrivez, cette obstruction qui intervient à 85% des cas peut être traitée efficacement s'il y a des prises en charge rapidement. Alors rapidement, c'est dans les 2 à 3 heures suivant l'apparition des symptômes. Les conséquences de l'AVC dépendent de la taille et de la localisation du vaisseau touché. Ce que je me demande toujours, c'est si je fais tous les contrôles à l'instant. Je vais par exemple dans un hôpital, je fais les carotides, je fais le cœur, etc. Est-ce que je peux quand même déclencher un AVC alors que je sors d'un scanner où on aura vu que tout était en place? Oui, Pascal, parce que... On peut quand même. Bien sûr. C'est-à-dire que ça peut se boucher, bien même sûr. si... Il y a des très très grands sportifs qui ont une hygiène de vie qui est irréprochable et qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux. Alors, c'est sûr que des personnes à risque, avec du diabète, cholestérol, qui sont fumeurs, on dira toujours la même chose, mais ça c'est vraiment... Je laisserai plus ça à un médecin d'en parler. Mais ça peut arriver, et à n'importe quel âge. Moi, j'ai vu un AVC de l'âge de 6 ans. 6 ans. Et on n'y croit pas, mais ça peut arriver. Alors, ça reste rare, mais c'est des cas qui peuvent arriver. Alors l'AVC massif, je le dis pour les auditeurs, mais qui le savent sans doute, parce qu'il y avait une représentation très précise, c'était Jean-Paul Belmondo, qui avait eu un AVC massif, et on voit bien les conséquences, et lui-même s'était battu pour revenir, mais pendant des mois, d'abord il était aphasique, il ne pouvait pas parler, et puis il s'est tellement battu, et c'était Jean-Paul Belmondo, qu'il a réussi à retrouver la parole, il a réussi à marcher, mais c'est vrai que ce n'était plus le même homme, bien évidemment. Ce qu'on ne sait pas non plus, et ça va être la dernière chose avant la pause, c'est est-ce que dans l'AVC,
une partie de l'intelligence, je le dis comme ça, est touchée. Est-ce que les gens, lorsqu'ils reviennent, qui parlent différemment, qui marchent différemment, est-ce qu'ils ont perdu une partie de l'intelligence? Je ne suis pas sûr que la formulation soit bonne, mais vous comprenez le sens de ma question. Je pense qu'ils prennent réellement conscience qu'il s'est passé quelque chose. Ça va être un grand combat en fonction du délai à laquelle ça a été pris. Si c'est pris en charge très très rapidement, si aujourd'hui on prend en compte qu'une personne, ça y est, elle commence à avoir une anomalie de la parole, elle a une déformation de la face, elle n'arrive pas à répondre correctement, il faut appeler le plus rapidement possible pour qu'il y ait une prise en charge. À l'hôpital, vous êtes pris, mais par exemple, vous faites un AVC à l'instant dans un studio d'Europe 1. Oui. Vous allez sans doute à Georges Pompidou, qui est juste à côté. On arrive aux urgences. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, vous faites un AVC dans le studio. Donc, entre le moment où vous faites l'AVC et le moment où vous êtes dans l'ambulance, il se passe au moins déjà 30 minutes. Oui, alors en espérant qu'on vous aura enclenché un centre 15, donc c'est-à-dire un SMUR, un service mobile d'urgence et de réanimation, qu'eux, ils auront déjà commencé quelque chose. Ah, ils peuvent faire quelque chose dans l'ambulance? Sur place, bien sûr. On va essayer de faire des choses sur place. Chose, d'accord. Déjà, peut-être introduire un produit qui va aller jusqu'à dissoudre le caillot. C'est ce produit, paraît-il, qu'il faut introduire dans les 2 ou 3 premières heures, mais ça, le SMUR peut le faire, si j'ose dire. Ils ont des protocoles aujourd'hui et je leur fais confiance pour mettre en place le plus rapidement possible ces protocoles. Je ne savais pas, je pensais que c'était uniquement à l'hôpital. C'est important parce que ça fait peur l'AVC. Je vois, il y a beaucoup de gens qui ont extrêmement peur et puis parfois qui pensent qu'ils en ont un précisément. J'entends des gens dire tiens, je suis en train de faire un AVC. Vous voyez, parce que soit ils sont fatigués, parce que soit ça répond pas, soit ils ont du mal à s'exprimer, que sais-je. C'est quelque chose souvent que j'ai entendu ces dernières années. Donc ça, c'est l'AIT, c'est des signes annonciateurs. Mais là, en l'espèce, ils n'ont rien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la peur parfois est tellement forte que on entend tellement de choses. Voilà. Et c'est vrai, et c'est comme le malaise cardiaque. Il est 12h15, l'actualité est dramatique ce matin. La Rochelle, une voiture percute des enfants à vélo. On en parle bien sûr et nous sommes avec Lionel Ventura, ma trousse de secours. 80 manipulations et gestes de secours illustrés aux éditions Flammarion. À tout de suite. Et vous pouvez poser vos questions à Lionel Ventura, notre invité, en composant ce numéro sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous, de 11h à 13h sur Europe 1. Et on est avec Lionel Ventura, ma trousse de secours. C'est un sujet qui passionne bien évidemment nos auditeurs. On va revenir dans une seconde sur ce qui se passe à La Rochelle, mais c'est vrai aussi, et on est avec Fabrice Lafitte, et si vous nous suivez tous les jours, vous savez que Fabrice a un rôle extrêmement important dans l'organisation de cette maison, puisque vous êtes au CSE. CSE, bon. oui. Et les CSE est chargé, évidemment, de mettre en place avec la direction d'entreprise, on a des formations de secouristes en entreprise, et on a des secouristes en entreprise, des salariés qui sont formés régulièrement avec des mises à jour pour pouvoir faire les bons gestes. Est-ce que vous, par exemple, parce que je disais à Lionel Ventura que moi je suis d'une inculture crasse sur ces sujets-là, je sais pas faire les premiers gestes, je ne saurais pas quoi faire, mais est-ce que vous, Fabrice, vous savez intervenir alors en entreprise, rapidement? Oui, j'ai passé récemment et il faut que je le repasse à la protection civile pour l'extérieur. Mais enfin, après, c'est juste une mise à jour. Normalement, ça se perd pas. Mais Lionel disait il y aurait 95% des gens, ce qui est effrayant. D'ailleurs, moi, je me fais peur là-dessus. Je suis pas raisonnable. Je suis immature même, puisque si quelqu'un à côté de moi a un problème important, je ne sais même pas quoi faire. Moi, vraiment, et comme vous le disiez tout à l'heure, et je vous en remercie, et quand je me suis mis au début sur les réseaux, c'était vraiment de rendre place aux citoyens dans le dispositif. Toute formation de premier secours que vous pouvez aborder, la première thématique, c'est le premier maillon de la chaîne des secours, c'est le témoin. Sans premier témoin, il n'y a rien qui va se mettre en place. Déjà, juste pour faire venir les secours à vous, s'il n'y a pas de premier témoin pour alerter, ça va être très très compliqué, ou faire alerter. Après, de se sensibiliser au niveau des gestes de premier secours, c'est réellement se dire, le citoyen, s'il n'est pas là, malheureusement, le temps que les secours extérieurs arrivent avec les délais qu'on connaît aujourd'hui, il y aura aggravation de l'état de la personne. Ça ne peut pas être autrement, malheureusement. Alors bien sûr, toutes nos pensées sont pour La Rochelle, où une voiture a percuté des enfants à vélo, 6 blessés dont 3 graves. C'est un accident de la circulation qui implique un groupe d'enfants et un véhicule qui les a percutés à un carrefour.
qui aurait donc fait ces 3 blessés graves qui sont à La Rochelle. Parmi ces 12 enfants d'un centre de loisirs communal, l'un a été blessé très gravement. Il a été héliporté vers le CHU de Poitiers dans le département de la Vienne. Et 2 autres sont en urgence absolue. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Quéron, qui est le secrétaire général de la préfecture de Charente-Maritime. Les 3 autres blessés sont en urgence relative. Les faits se sont produits donc à 10h ce matin dans le centre-ville de La Rochelle. Et nous sommes avec Maître Antoine Réglet, qui connaît ces sujets, puisque vous avez longtemps défendu des conducteurs. Et ce problème va se poser de l'âge du conducteur, même si il faut être prudent, bien sûr, puisque à ce stade, il n'y a pas eu de faute de conduite relevée. Qu'il n'y ait pas de faute, d'ailleurs, ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de responsabilité. Parce que, est-ce qu'un conducteur de 30 ans a les mêmes réflexes qu'un conducteur de 83 ans? Et sans doute la réponse est-elle négative. Alors, vous vouliez intervenir, Monsieur Réglet, avec toute la prudence, bien sûr, qu'il faut avoir sur ce sujet. Bonjour. Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous. Oui, d'abord... Est-ce qu'on peut rappeler votre parcours dans ce domaine ? Ça fait 13 ans que je suis avocat, j'ai défendu beaucoup et continue à défendre des auteurs d'accidents et des gens qui font quelques bêtises avec le code de la route. Et puis depuis maintenant 6-7 ans, je défends avec une passion grandissante et l'écriture d'un récent livre dédié aux victimes. Je défends les victimes de la route face aux auteurs d'accidents et puis face aux assurances et encore plus face à un gouvernement qui, depuis l'affaire Palmade, n'a pas fait grand-chose autrement que faire une loi sur l'homicide routier qui n'apporte rien aux familles aujourd'hui de La Rochelle qui souffrent et aux enfants qui souffrent. Alors, au-delà évidemment de l'homicide routier, puisque ce n'est pas exactement le sujet, je me souviens quand vous avez reçu ici, vous êtes du nord de la France, je crois, Monsieur Réglet. Je suis de Lille, oui. Voilà, on avait échangé ensemble et ça avait été passionnant. La question qui n'est pas facile, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui pensent qu'ils sont en pleine forme d'ailleurs. Bon, passé un certain âge, alors c'est pas 60 ans, c'est pas non plus 70 ans, mais après 80 ans, la question objectivement, elle peut se poser. Est-ce que les gens qui ont plus de 80 ans, qui sont alertes d'ailleurs aujourd'hui, qui ont gagné peut-être 15 ans, 20 ans, par rapport à ce qui était une personne de 80 ans dans les années 60 ou 70, mais est-ce qu'on doit imaginer un contrôle et donc une visite médicale? C'est ça la question, Monsieur Réglet. Moi, très longtemps, j'ai été contre ces visites médicales poussées en ce que j'estimais que c'était discriminatoire, et que, comme l'a rappelé votre intervenant il y a quelques minutes, on peut faire un AVC à 6 ans, à 15 ans, à 18 ans, à 25 ans. Et si on va chercher l'âge, demain on ira chercher qui? Les diabétiques, puis après on ira chercher qui? Les gros, parce qu'ils sont plus sujets à un arrêt cardiaque ou un AVC. Donc je me dis, c'est quelque chose sans fin si on réfléchit comme ça. Et là, moi, je parle avec mon émotion. Je suis ému pour ces gamins, pour ces familles. Je suis père d'un enfant de 7 ans, je me mets à sa place. Et là, forcément, mon premier réflexe, c'était de dire, c'est fini. Les vieux, ils peuvent plus conduire. Et mais puis, les vieux, c'est quel âge? C'est toute la question de qui est vieux, qui n'est pas. Parce qu'il y a des gens qui sont âgés, mais ils sont pas vieux. Bien sûr, mais encore une fois, je crois que si on part sur ce sujet-là, on va louper les vrais sujets, parce que vous pouvez avoir 80 ans, être dans une forme olympique, et en avoir 60 et être dans une forme bien moins. C'est pour ça que je vous dis, c'est quoi être vieux aujourd'hui? Mais la réponse, je ne l'ai pas. Et quand bien même on définirait ce qu'est être vieux, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est forcément en mauvaise santé ou qu'on a des moins bons réflexes. Donc, si là la question se trouve à dire on va révolutionner la question de l'âge, et si la seule réponse du ministère de l'Intérieur et du garde des Sceaux c'est de dire on va se poser la question, on va encore se gourer. Là, on a un accident, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de stupéfiants. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On a Beauvau qui est complètement muet. Il y a des drames qu'on ne pourra pas éviter. Il faudra toujours se mettre ça en tête, même si c'est terrible, se dire qu'il y a des fatalités qu'on ne peut pas prévenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on prenne en compte les souffrances des gens qui sont victimes de ces accidents. Je sais que ça vous fait marrer, mais pas les accidents, mais la question de l'accompagnement psychologique. Vous m'avez dit, Pascal Praud, oui, à Leno, l'accompagnement psychologique, il en avait rien à foutre dès lors qu'il a perdu son fils. Pardon, mais je pense que là, j'espère qu'une cellule psychologique est mise en place pour les enfants, pour les amis, pour les parents, tout ça. Et ça, c'est pas prévu dans la loi. D'accord? Et puis après, il va y avoir un long parcours. Est-ce qu'il va y avoir un procès contre cette dame ou pas? Combien de temps ça va prendre? Vous avez des victimes et des familles de victimes qui vont attendre peut-être plusieurs années. Et puis ça se trouve,
l'auteur de l'accident, 83 ans, va décéder, et du coup, il n'y aura plus de procès. Qu'est-ce qu'on fait contre la lenteur de cette justice-là? Donc, tous ces sujets n'intéressent pas. Quand il y a de l'alcool, quand il y a des stupes, on tape sur l'alcool, les stupes. Et quand est-ce qu'on va s'intéresser aux accidents dans lesquels il n'y a pas de cause extérieure? Et là, est-ce qu'on peut parler des victimes et de leur accompagnement? Ça, c'est l'appel que je lance aujourd'hui. Voilà. Alors, au lieu de s'intéresser sur l'âge, AVC, 83 ans, 80 ans, finalement, on s'en fout pas mal. Ce qui compte, c'est qu'on puisse accompagner les victimes bien mieux qu'on ne le fait. Et c'est pas la petite loi sur l'homicide routier qui change rien et qui va tout révolutionner. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup, monsieur Réglet. Il est 12h27, on va marquer une pause, et puis Lionel Ventura est toujours là. Il était venu, il devait parler de son livre qui est passionnant, d'ailleurs, Ma trousse de secours, et au moment où l'été arrive, c'est important de savoir ce qu'on doit faire. Par exemple, il y a des sujets qui sont les morsures de serpents. C'est pas fréquent quand même, mais ça peut arriver. Une morsure de serpent peut entraîner l'injection de substances toxiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous le dites. La piqûre de moustique, ça c'est quand même plus calme. La piqûre de méduse, ça c'est, il y en a beaucoup dans l'océan. Nous sommes souvent dans l'ouest avec l'ami Laurent Tessier, et parfois c'est vraiment laid une méduse. Je ne sais pas si vous en avez vu devant vous, mais c'est pas ragoûtant. Mais les méduses, c'est en eau chaude. Il y en a pas en Loire-Atlantique, non? Si, il y en a. Il n'y a pas d'eau. Si, il y en a bien sûr. Il y en a partout. Où est-ce que vous avez il y en a de les plus en méduses plus. C'est surtout en eau chaude. Il y a non des courants qui les amènent. Et vous savez ce que c'est également l'autre nom des méduses? Dites-moi. C'est une sorte de chaussure pour aller sur les rochers. On appelle Chaussures ça en plastique, oui. oui. en plastique. On appelle ça les cailloux. méduse. C'est pas le grand chic, ça, cette Pour les chaussure. vivres aussi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, bien sûr. Il faut pas aller en rendez-vous galant avec ça, oui, c'est pas très classe. Non. Je vous le confirme. À plus tard, à tout de suite en tout cas. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1 pour réagir. 01 80 20 39 21, et la page Facebook existe aussi. Europe 1, Pascal Pro. Lionel Ventura était avec nous avec son livre Ma trousse de secours, et évidemment près de 3 millions de personnes vous suivent sur des réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Par exemple, la dernière publication que vous avez faite, c'était quand? Il y en a une tous les jours. Et en termes de visibilité, sur vraiment celle il y a à peine 3 jours, elle a fait 4 millions. Et c'était sur quoi? Malheureusement sur un challenge que je trouve complètement inadmissible et qui est diffusé aujourd'hui sur les réseaux et par des très très gros influenceurs, qui est le Shifumi, et à chaque fois qu'on perd, il y en a un qui va courir et qui a énormément de nourriture dans la bouche. Je trouve ça scandaleux. C'est effectivement ridicule. C'est assez grotesque. Alors vous proposez Ma trousse de secours, on a parlé de ce qu'il faut faire ou pas faire d'ailleurs parfois. La piqûre de moustique, a priori ça peut pas être dramatique, une piqûre de moustique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pascal, il y a certaines personnes sur des moustiques, alors que ce soit le bénin ou que ce soit le moustique tigre, il y a des personnes qui sont allergiques et qui peuvent gonfler au niveau du goitre et avoir des très grosses difficultés respiratoires. Ah ouais. Ça reste des cas rares, mais ça peut arriver. Ouais. Donc il faut essayer. Autrement, qu'est-ce qu'il faut faire si quand on est sur une piqûre de moustique classique et qu'il n'y a pas de risque d'allergie pour la personne, alors moi je le dis, et c'est que sur le moustique que je le dis, c'est qu'elle va vous cracher en fait sa salive et ça va se diffuser. Donc il faut essayer d'aspirer la salive, et pour éviter le gonflement, une petite poche de froid dessus et puis une petite crème anti-démangeaisons. Alors le froid citronnelle est toujours la solution. Les sportifs le savent, le froid est la solution à tout. Cryothérapie. Voilà, pour faire quand vous avez une entorse, immédiatement vous mettez du froid. Pour la récupération. Bien sûr. Oui, pour faire surtout chasser le sang. C'est ça. C'est ce qu'on disait. Exactement. Vous voyez, c'est moi la seule chose que j'ai retenue quasiment mes années de sport, c'est on chasse le sang. Bon. La brûlure, ça fait peur aussi, la brûlure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle se caractérise par les rougeurs sur la peau, mais quand vous êtes brûlé, on a tous avec des enfants, vous qui avez une jeune enfant, vous les sortez de la cuisine, j'imagine, quand il y a vous êtes en train de faire les pâtes. des casseroles. Moi, c'était notre hantise à tous. Oui. Bon, même si je faisais ne jamais laisser la poignée de la casserole en dehors de la... Bon, alors qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'on doit faire immédiatement lorsque de l'eau brûlante 90 degrés tombe sur un enfant, ou de l'huile? Très très simple. L'image que je vais vous donner, c'est qu'est-ce qui éteint le feu? De l'eau? L'eau. Eh ben voilà.
Vous mettez de l'eau tout de Il suite. faut mettre le plus rapidement possible. Il faut mettre de l'eau. Donc on va faire ruisseler de l'eau sans pression sur la surface qui est brûlée. Par contre, il faut de l'eau tempérée. Beaucoup de personnes se disent chaud, je mets du froid. Mais il peut y avoir une réaction juste derrière et même faire un malaise parce qu'on a mis trop froid. Voilà, c'est exactement ça. Et là, on va faire ruisseler l'eau tempérée jusqu'à avoir un avis médical. Alors pourquoi un avis médical? C'est si on considère que c'est une brûlure qui est grave. C'est une brûlure qui est simple. Voilà, on va jusqu'à la diminution de la douleur. Mais sur certaines brûlures graves, il faut arroser les enfants. Est-ce que vous avez déjà été piqué par une gueppe, monsieur? Bien sûr. Je suis allergique aux guêpes. Ça fait très mal. Oui, c'est rare que quelqu'un dise tiens, une guêpe, je vais aller me frotter à elle. Non, en revanche, on peut être allergique, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous avez parfaitement raison. Mais vous avez été piqué plusieurs fois par une guêpe? Oui, bien sûr. Oui. Plusieurs fois? Oui, ça m'est déjà fou. Moi, j'ai jamais été piqué par une guêpe de ma vie. Et vous, Géraldine? Aussi, oui. Mais comment vous avez été piqué par une guêpe? J'ai marché dessus, il y en a une sur l'herbe, j'ai marché dedans. Fabrice, vous avez été piqué par une guêpe? Et la dernière fois, j'étais au volant, j'avais la fenêtre ouverte, et la guêpe m'a piqué au niveau de la gorge. Heureusement, je ne suis pas allergique. Vous aussi, Lino? Alors, une guêpe... Lionel, une guêpe. Lionel Ventura, bien sûr. Autant une abeille, sincèrement, elle ne vous piquera pas parce que, franchement, si elle vous pique, c'est qu'elle s'est sentie menacée parce qu'elle sait qu'elle va mourir. Qu'une guêpe, qu'est-ce que c'est vicieux, elle pique plusieurs fois. Ça peut être la même guêpe qui vous pique plusieurs fois parce qu'elle va pas mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, elle va vous laisser son dard. Et là, il y a une très grosse poche de venin qui va gonfler, qui va gonfler. Le retirer. Donc là, il faut retirer le dard sans percer la poche de venin, parce que sinon ça va se diffuser. Et comme monsieur qui sera allergique ou quoi que ce soit, c'est s'il n'a pas sa piqûre très très rapidement, mais ça peut aller. Comment votre allergie? Ah bah c'est un gonflement, la langue gonflée. Ah mais bien sûr, je suis très très gonflé. Non mais bien sûr. Oui. Non mais on va rigoler, ça peut être alors par exemple moi qui n'ai jamais été piqué par une guêpe, je sais pas si je suis allergique ou pas. Non, mais on va ramener des guêpes, on va vous piquer. Vous allez voir tout de suite. Il faut prendre de l'antihistaminique. Mais c'est étonnant le petit sondage qu'on a fait, puisque tout le monde... Florian, vous avez déjà été piqué par une guêpe? Non, jamais. Jamais, ah bon. D'accord, et Laurent Tessier? Même pas. Alors que pourtant, en camping, il y en a pas mal. Hein. Oui, c'est vrai. Mais il a le cuir épais, lui. C'est vrai. Il y a plus de cible, moi, avec il y a plus mon crâne, de guêpes en camping qu'ailleurs. Ah bah oui, avec le sucre. Avec le sucre. Mais il n'y a que dans les campings qu'on mange du sucre sur la plage. Les petits pique-niques, les tentes ouvertes. Donc on a la petite tapette. Après, elle peut rentrer dans la voiture du barbecue. Ah oui. Mais vous découvrez la vie, monsieur. On les attire avec un petit peu de menthe. Vous n'allez pas au camping, vous? Jamais. Tu le vois en camping? Non, mais même pas 5 étoiles, rien? Non, mais j'irai peut-être un jour, mais pour le moment, ça n'est pas arrivé. Bon, on sourit, mais on n'a pas forcément le cœur à sourire avec ce qui s'est passé à La Rochelle. En revanche, je vais remercier Lionel Ventura, ma trousse de secours, et puis renvoyer les uns et les autres. Comment s'appelle votre compte? LV Prévention. LV Prévention. Et vous êtes sapeur-pompier, formateur secouriste. Vous êtes basé où? Donc en Saône-et-Loire. Saône-et-Loire. Oui. Dans quelle ville? Juste à côté en fait de Chalon-sur-Saône. Chalon. Bon. Et là, vous êtes à Paris pour quelques jours. Oui, c'est ça. Vous êtes venu pour présenter le livre, peut-être. C'est ça. Donc vous êtes en repos de sapeur-pompier. Vous reprenez quand le job? Alors c'est sur des gardes qui sont postés, donc c'est ce week-end. Ce week-end. Et on n'est pas professionnel quand on est sapeur-pompier. Ah si, il y a des sapeurs-pompiers professionnels, il y a des sapeurs-pompiers volontaires et il existe encore des sapeurs-pompiers de communes. Et vous êtes évidemment un professionnel. Formateur secouriste. Bon ben c'était un plaisir en tout cas Monsieur Ventura d'être avec vous, et puis vous êtes sympathique, vous êtes tel qu'on imagine les hommes qui aident les autres. Hein, vous êtes à l'écoute et dans l'empathie, et c'est une bonne chose. Et à 12h41 nous allons marquer une pause et puis revenir sur ce qui se passe à La Rochelle. À tout de suite. 01 80 20 39 21 pour réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1.